We begin tonight with a major problem that could cost Donald Trump and the Republicans the midterm elections. At the Kennedy Center, the traditional New Year's Eve concert has been canceled. As you know, the administration unilaterally renamed the Kennedy Center to include Donald Trump's name, a move that lawmakers say was patently illegal. And some musicians have taken the president's actions to heart, refusing to perform at the storied venue. Depuis la fin de l'année dernière, certains votes au Sénat ont signalé un changement structurel qui, jusqu'alors, n'était considéré que comme une hypothèse. À la fin de la première semaine de janvier, un avis interne du bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a circulé de manière restreinte parmi les membres de la direction républicaine au Sénat. Bien que rédigé dans un langage technique, ce document a été interprété en coulisses comme un signe sans équivoque qu'une partie de la direction institutionnelle commençait à s'éloigner de l'interprétation qui avait jusqu'alors soutenu l'autorité présidentielle en matière d'urgence nationale. Il ne s'agissait pas d'une rupture explicite ni d'une déclaration publique, mais le simple fait qu'un avis ait été rédigé avec des arguments relativisant l'étendue des pouvoirs délégués à l'exécutif en vertu de la loi sur les pouvoirs d'urgence indiquait déjà un changement important dans l'alignement entre les organes juridiques de l'administration fédérale et la Maison-Blanche. L'épisode en lui-même, rédigé de manière technique et sans tapage, n'a pas fait la une des journaux. Mais à Washington, son impact ne s'est pas limité au contenu de l'avis. L'envoi du document, son contenu argumentatif et surtout le moment où il a été partagé ont déclenché des signaux d'alerte quant à la possibilité que le Parti républicain se réorganise discrètement autour d'une autre conception de la répartition des pouvoirs constitutionnels. Le contexte entourant cet avis est plus large qu'il n'y paraît à première vue. Au cours des derniers mois, plusieurs initiatives de l'exécutif fédéral ont été classées comme relevant de l'urgence nationale, y compris des mesures de nature administrative qui jusqu'alors étaient traitées par des mécanismes ordinaires. Ce changement de cadre a eu pour conséquence pratique de reconfigurer les flux décisionnels institutionnels, réduisant ainsi les espaces de délibération du Congrès et concentrant les pouvoirs au sein du cabinet présidentiel. Même si la légalité de chaque mesure individuelle peut être débattue, le modèle d'accumulation successive est devenu un sujet de préoccupation dans les cercles législatifs. Un rapport préliminaire de la Commission de l'administration gouvernementale, publié de manière confidentielle à la fin du mois de décembre, alertait déjà sur le risque de normalisation de l'état d'exception comme méthode administrative. Cette interprétation, initialement limitée au secteur technique, a pris une nouvelle ampleur lorsque des sénateurs historiquement alignés sur la direction républicaine ont commencé à manifester leur malaise face à l'absence de consultation formelle. La critique ne visait pas une mesure spécifique, mais le mécanisme général qui avait été adopté, déclarer l'urgence comme moyen d'échapper au contrôle institutionnel. Le tournant le plus visible s'est produit lors d'une réunion à huis clos du comité de surveillance constitutionnelle le 8 janvier, lorsque 3 sénateurs républicains traditionnellement discrets ont voté contre la proposition de ratification automatique d'un décret présidentiel élargissant l'utilisation des prérogatives d'urgence dans les contrats internationaux d'approvisionnement énergétique. Il n'y a pas eu de discours enflammé. Aucun d'entre eux n'a fait de déclaration à la presse. Mais en coulisses, cette décision a été interprétée comme un message. Ces parlementaires, jusqu'alors considérés comme des alliés fidèles de l'exécutif, ont décidé de prendre position contre un vote ayant un impact direct sur l'autorité présidentielle. Plus que le contenu de l'ordre du jour, ce geste a été interprété comme la première fissure visible dans ce qui était jusqu'alors un soutien quasi monolithique du groupe républicain aux stratégies de concentration du pouvoir. Le même jour, des informations ont circulé selon lesquelles certains conseillers législatifs subissaient des pressions pour ralentir le traitement des projets de loi impliquant la réévaluation des décrets d'urgence précédents. Ce mouvement a été considéré par les analystes comme une tentative de gagner du temps institutionnel face à la montée de la résistance. Contrairement aux crises précédentes, marquées par des affrontements rhétoriques ou des fuites médiatiques,
Cette nouvelle étape de la dispute politique se caractérise par l'opacité des actions, l'utilisation stratégique du silence et la modulation délibérée des signaux institutionnels. Il ne s'agit pas d'un affrontement ouvert. On assiste plutôt à un déplacement prudent, technique et progressif, dont la force ne réside pas dans le bruit, mais dans l'accumulation de gestes minimes qui, ensemble, signalent un rééquilibrage interne de la balance du pouvoir. Ce nouvel arrangement n'a pas encore de nom, de leader explicite ou de ligne programmatique définie, mais il est déjà en mouvement. La décision des républicains influents de ralentir ou d'entraver les mesures de l'exécutif fondées sur des dispositifs d'urgence n'est pas seulement un acte de contention ponctuel. Il s'agit en fait d'une tentative de rééquilibrer le système de l'intérieur, en utilisant les instruments institutionnels qui jusqu'alors avaient été mobilisés pour consolider l'asymétrie. Il existe une reconnaissance implicite qui n'a pas encore été exprimée publiquement, que les limites traditionnelles de la séparation des pouvoirs pourraient être reconfigurées de manière irréversible s'il n'y a pas de réaction systémique. Et c'est cette perception qui motive le mouvement qui commence à se dessiner en marge du pouvoir, où les signes les plus significatifs n'apparaissent pas toujours dans les gros titres, mais dans les votes qui changent de direction sans préavis. Des suivis comme celui-ci existent pour offrir une lecture continue des mouvements internes qui façonnent les transformations institutionnelles les plus profondes. C'est pourquoi il peut être plus important de rester attentif aux détails que de se contenter de suivre les événements les plus visibles. C'est dans ce contexte que le rôle du Bureau du budget du Congrès a commencé à être observé avec plus d'attention par les analystes institutionnels. Au cours des premières semaines de janvier, des techniciens liés à cet organisme ont envoyé des avis préliminaires à des commissions spécifiques de la Chambre et du Sénat, remettant en question la cohérence financière de certains contrats d'urgence signés au cours des derniers mois. Même si les documents ne contiennent pas d'accusations directes, le simple fait de souligner l'absence de révision périodique et la faible prévisibilité budgétaire a suffi à déclencher des mécanismes d'audit croisés. Ce type de mouvement technique est courant à d'autres périodes, mais son impact augmente considérablement lorsqu'il se produit dans un contexte marqué par des tensions entre les pouvoirs. En introduisant des variables économiques dans l'équation institutionnelle, le Bureau a renforcé l'impression que l'utilisation répétée de dispositifs exceptionnels par l'exécutif commençait à avoir des effets systémiques, y compris sur la planification fiscale de l'État. Parallèlement, la Cour des comptes fédérale a publié sans préavis un rapport analytique sur les flux administratifs déclenchés par les décrets d'urgence depuis le début du dernier semestre. Le contenu du document a révélé une augmentation de plus de 40% des procédures internes autorisées sur la base de mesures exceptionnelles, dont beaucoup ont contourné les instances traditionnelles de révision juridique et de contrôle législatif. La publication n'a pas été accompagnée de prise de position politique, mais elle a immédiatement suscité le malaise au sein du cabinet présidentiel, notamment en raison de ses répercussions au sein des commissions permanentes du Congrès. Les membres du Comité des affaires institutionnelles ont entamé des consultations formelles avec les services juridiques de la Chambre afin de clarifier les limites opérationnelles des dispositifs mis en œuvre. Le langage utilisé dans les requêtes était soigneusement technique, évitant les termes conflictuels. Mais ce mouvement a révélé une volonté croissante des parlementaires de cartographier avec précision les frontières entre la légalité formelle et l'instrumentalisation politique des mécanismes juridiques. À partir de là, l'attention s'est déplacée vers l'historique des précédents qui pourrait soutenir ou affaiblir la légitimité des actions récentes de l'exécutif. Le cas le plus souvent cité lors des sessions à huis clos était celui de la résolution conjointe approuvée par le Congrès au début des années 1990, qui limitait l'utilisation continue des décrets d'urgence sans révision périodique. Même si la résolution a perdu une partie de son efficacité au fil des ans en raison de changements dans l'équilibre politique, son contenu normatif continue d'être cité dans les avis techniques comme référence pour délimiter l'autorité. Des juristes liés à des universités prestigieuses ont commencé à publier des notes explicatives reprenant ce texte et d'autres textes normatifs oubliés,
indiquant que le débat en cours ne se limite pas à la situation actuelle, mais touche aux fondements structurels du présidentialisme américain. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, même sans déclaration publique incisive, divers organismes ont commencé à évoluer dans des directions similaires. Des audits internes ont été ouverts dans au moins 3 agences de régulation touchées par les décisions d'urgence de l'exécutif. En outre, le Bureau d'éthique gouvernementale a confirmé, dans une note succincte, qu'il analyserait la compatibilité de certains actes administratifs avec les principes de proportionnalité et de raisonnabilité dans l'utilisation des prérogatives extraordinaires. Ces mouvements n'indiquent pas nécessairement une illégalité, mais ils signalent que la confiance tacite qui soutenait l'utilisation élargie des pouvoirs d'urgence commence à être remplacée par des procédures de vérification formelles. En termes systémiques, il s'agit d'une refonte progressive des marges de tolérance institutionnelles. La Commission de la justice de la Chambre a également commencé à examiner l'historique des projets de loi proposant la révision de la loi nationale sur les situations d'urgence. Une enquête interne, qui n'a pas encore été rendue publique, indique qu'au moins 7 propositions de modifications structurelles ont été classées sans suite au cours des 5 dernières années en raison d'un manque de soutien politique. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de l'actuel mandat, certains signes indiquent qu'une partie de ces propositions pourrait être reprise. Cette impulsion vient en grande partie de parlementaires qui, jusqu'à récemment, évitaient de s'opposer à la flexibilisation institutionnelle promue par l'exécutif. Ce remaniement des soutiens suggère que l'équilibre entre pragmatisme politique et préservation des compétences législatives fait à nouveau l'objet de discussions sérieuses en coulisses. Dans ce contexte de réorganisation prudente, la Commission des Affaires internationales a entamé une révision formelle des traités en vigueur qui pourrait entrer en conflit avec les mesures prises pour des raisons d'urgence. Cette mesure a été motivée par des pressions diplomatiques, notamment de la part des pays signataires d'accords bilatéraux de coopération en matière de sécurité et de commerce. La possibilité que des décisions internes américaines compromettent des clauses internationales signées avec des partenaires stratégiques a élargi la portée des préoccupations institutionnelles. Il ne s'agit pas seulement de contourner le Congrès. Il existe un risque croissant de compromettre la prévisibilité juridique des engagements pris dans d'autres instances formelles de l'État. À la fin de la 2e semaine de janvier, un mémorandum à diffusion restreinte préparé par des conseillers législatifs de la direction républicaine a mis en garde contre le risque d'érosion fonctionnelle de l'autorité du Congrès si le modèle actuel d'utilisation des prérogatives exceptionnelles se maintient. Bien que le document ne contienne pas de langage alarmiste, il a été considéré par des sénateurs expérimentés comme un tournant discursif. Pour la première fois, un groupe technique directement lié à la direction de la majorité reconnaissait clairement que l'arrangement actuel menaçait la continuité du modèle d'équilibre entre les pouvoirs, plus qu'une critique de l'exécutif. Le mémorandum sonnait comme un appel interne à repenser le rôle que le législatif lui-même jouait dans la consolidation du déséquilibre. C'est pourquoi suivre le déroulement de ces mouvements exige d'être attentif aux signes discrets, aux inflexions du langage institutionnel et aux gestes qui signalent un effort de récupération des espaces décisionnels. Il existe un différent interprétatif de plus en plus marqué quant à la portée réelle de ce mouvement qui se cristallise entre les parlementaires et les structures techniques. Pour une partie des analystes institutionnels, ce phénomène doit encore être compris comme un repositionnement limité, motivé par des pressions conjoncturelles, par l'usure de certaines pratiques administratives et par la volonté du Congrès de retrouver un certain degré de protagonisme après une série de pertes opérationnelles. Selon cette interprétation, le pouvoir législatif ne serait pas en train de planifier une confrontation directe avec le pouvoir exécutif, mais chercherait plutôt à reconstituer son espace d'influence de manière stratégique, en réduisant les risques d'escalade et en préservant l'apparence d'une coopération institutionnelle. L'objectif principal ne serait donc pas d'abolir les instruments d'urgence, ni de renoncer complètement à leur logique, mais d'imposer un certain niveau de recalibrage.
Établir des limites minimales, renforcer les mécanismes de supervision et empêcher que l'action législative continue d'être reléguée à un rôle purement réactif. Ce courant soutient que, sans une base politique cohésive et sans large consensus interne, le mouvement tend à se traduire par des changements ponctuels, importants en tant que signal, mais insuffisants pour modifier structurellement le modèle dominant. En revanche, certains observateurs considèrent ce même processus comme le signe d'un changement plus profond. Pour eux, la convergence des mesures techniques, la réactivation de propositions qui étaient au point mort et le repositionnement explicite des parlementaires républicains historiquement alignés sur l'exécutif suggèrent qu'il existe une tentative, même fragmentaire, de contenir un processus d'accumulation de pouvoir perçu comme progressivement autonome par rapport aux mécanismes traditionnels de freins et contrepoids. Dans cette interprétation, l'utilisation répétée de décrets, d'ordonnances exécutives et de dispositifs d'urgence aurait cessé d'être une réponse exceptionnelle à des crises spécifiques pour devenir une méthode récurrente de gouvernement. Le point le plus sensible dans cette hypothèse n'est pas seulement la fréquence de ces instruments, mais leur effet corrosif sur le rôle du Congrès en tant qu'instance délibérative réelle. La conséquence serait un transfert progressif des décisions stratégiques vers des structures plus centralisées et moins exposées au débat institutionnel. Ainsi, le débat ne porte pas seulement sur la légalité formelle d'actes isolés, mais aussi sur la viabilité structurelle du modèle institutionnel des États-Unis d'Amérique, en particulier tel qu'il a été consolidé après les grands jalons constitutionnels du XXe siècle. Le débat se concentre donc sur deux questions fondamentales. Quelle est la nature de ce processus et dans quelle mesure il est encore réversible ? Certains analystes soutiennent que les institutions des États-Unis d'Amérique disposent encore de mécanismes suffisants pour corriger les déséquilibres, à condition qu'il y ait une volonté politique et une disposition à supporter les coûts immédiats. Cette perspective fait souvent référence à des moments historiques où le Congrès a retrouvé son pouvoir après des périodes de repli, grâce à des réformes législatives, à une réorganisation interne et à des réinterprétations juridiques largement acceptées. Mais il existe également un courant plus sceptique qui met en garde contre le facteur temps. Pour ces observateurs, le problème n'est pas l'absence d'instruments formels, mais la vitesse à laquelle certains précédents se consolident. Dans ce cas, la question centrale ne serait pas de savoir si le système peut réagir, mais s'il parviendra à réagir avant que les normes modifiées ne deviennent permanentes et difficiles à défaire. Dans ce contexte, le concept même de urgence est devenu l'un des éléments les plus controversés. Ce qui était auparavant associé à des situations exceptionnelles, délimitées et temporaires, est désormais assoupli sur le plan administratif, élargissant son application pratique et créant une zone grise difficile à réglementer. Un dilemme normatif non résolu se pose alors. Comment distinguer, à l'aide de critères objectifs, la réponse légitime à une crise réelle de l'utilisation stratégique de l'exception comme méthode permanente de gouvernement? Les juristes liés au Centre de recherche constitutionnelle ont averti que l'absence de paramètres clairs et vérifiables peut conduire à un état d'urgence permanent, dans lequel l'exceptionnalité cesse d'être une exception et devient la routine. Selon cette interprétation, le risque va au-delà de la concentration du pouvoir. Il implique la désinstitutionnalisation progressive des processus décisionnels, remplaçant la prévisibilité juridique par des décisions façonnées par les circonstances politiques et les incitations immédiates. Il n'y a pas encore de consensus sur la voie que suivra le Congrès dans les mois à venir. Certains éléments indiquent une intensification du processus de révision institutionnelle, augmentation des demandes formelles d'information par les commissions, reprise des débats techniques et réactivation des discussions sur les réformes de la loi nationale sur l'état d'urgence. D'autres signes, cependant, suggèrent un possible recul. Compte tenu de la difficulté à construire une majorité stable, du coût politique, des changements structurels dans un environnement polarisé et du poids du calendrier électoral sur les décisions à moyen terme. La situation reste instable,
Et toute prévision est soumise à des variables qui font encore l'objet de débats, tant dans les coulisses du pouvoir législatif que dans les articulations internes du pouvoir exécutif lui-même. Ce degré d'incertitude a également des répercussions en dehors du circuit institutionnel formel. Les secteurs privés, en particulier ceux qui sont exposés à des contrats d'urgence et dépendent de la prévisibilité réglementaire, se sont montrés préoccupés par les changements rapides dans l'interprétation des prérogatives présidentielles. Des mémos internes qui circulent dans les milieux de lobbying font état de craintes d'insécurité juridique et d'impact pratique sur les chaînes de production. En période d'instabilité, ce type de signal influence généralement les décisions législatives de manière significative, car il introduit des coûts économiques concrets dans un débat qui, jusqu'alors, pouvait sembler limité au domaine institutionnel. Le scénario actuel suggère donc que le système politique des États-Unis d'Amérique fonctionne à un point d'inflexion. De multiples vecteurs font pression pour un rééquilibrage, mais il n'existe pas encore de formule claire pour y parvenir. La capacité de réponse du Congrès dépendra moins des gestes publics que de la profondeur des processus internes capables de reconstruire des limites sur une base technique et juridique. Le défi consiste à avancer sans que le mouvement soit perçu comme une confrontation directe, ce qui exige de la coordination, de la discipline politique et une stratégie sophistiquée. Autant de ressources qui ne sont pas toujours compatibles avec des cycles électoraux courts et des environnements fortement polarisés. Dans des contextes comme celui-ci, comprendre les nuances institutionnelles n'est pas un détail. C'est une condition essentielle pour interpréter correctement des mouvements qui ne se sont pas encore traduits par des changements visibles, mais qui indiquent déjà des transformations importantes dans le fonctionnement du système.